Et salut YouTube, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses, franchement ça régale. S'il vous plaît, si jamais la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui a beaucoup tourné, mais sur lequel j'ai vu aussi beaucoup de bêtises. On va parler de Bruno Retailleau, qui a été élu président du parti Les Républicains après une large victoire face à Laurent Wauquiez. C'est un débat, je vais être très honnête, j'avais pas trop envie d'en parler parce que évidemment cette victoire, elle va donner lieu probablement à une campagne présidentielle ou à une primaire, et Retailleau, on risque de tellement le voir à ce moment-là qu'on n'en pourra plus. Déjà qu'on n'en peut plus parce que le mec, il est ministre et il est insupportable. mais j'ai des gens qui sont venus me dire des trucs un peu chelous, genre oui, Retailleau, c'est quand même mieux que Wauquiez, c'est quand même pas si mal, nanani nanana. Alors j'ai pas compris d'où sort cette idée, d'où cette take comme ça a popé dans le cerveau de plusieurs personnes, mais je suis évidemment pas du tout d'accord, et je me suis dit bon finalement on va parler de Retailleau, et va peut-être falloir rappeler 2-3 trucs assez importants sur le bonhomme. Évidemment, loin de moi l'idée de vouloir réhabiliter Wauquiez, qui est un obsédé de l'immigration qui veut envoyer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Juste, je pense que Retailleau, c'est pas du tout mieux, mais alors pas du tout. Et je compte bien vous démontrer pourquoi c'est une catastrophe que ce type soit aujourd'hui potentiellement un des gros candidats de la prochaine présidentielle. Donc Bruno Retailleau, au départ, c'est un gars qui a commencé tout de suite, comme ça part tout de suite très mal. Bruno Retailleau, c'est un mec qui commence à l'extrême droite et qui commence chez Philippe de Villiers. Donc Philippe de Villiers, le fondateur du Puy du Fou. Et il n'y est pas juste passé vite fait, parce que dans une carrière politique, on sait que les types, c'est un peu les spécialistes du retournement de veste. Il les retourne tellement qu'elles finissent par être à l'endroit, tu vois. Lui, il y est resté très longtemps. Il y est resté de 1988 à 2010. Donc c'est pas du tout un petit passage. Il a été vraiment un des cadres du mouvement de Philippe de Villiers. Alors si vous êtes un peu connaisseur de la politique française, vous savez que Philippe de Villiers, il a eu plusieurs époques, c'est toujours une espèce d'évolution, comme un espèce de Pokémon très méchant qui évoluerait de plus en plus vers le racisme le plus assumé, mais c'est pas parce qu'il était moins direct avant qu'il était plus fréquentable, même quand il était secrétaire d'État pour Chirac, dans les années, fin des années 80, il était déjà full facho. Alors évidemment, à l'époque, c'était pas le mec obsédé par le grand remplacement qu'on connaît aujourd'hui. Philippe de Villiers, si vous suivez pas, c'est un gars qui est en train de dire un peu partout que nous sommes actuellement dans la Troisième Guerre mondiale. C'est pas la Troisième Guerre mondiale va arriver, c'est nous sommes actuellement, c'est la tech de Villiers, nous sommes actuellement dans la Troisième Guerre mondiale, et c'est à cause de l'islamisation de la société française. Donc ça, c'est le De Villiers de QV 2025, mais De Villiers, il a toujours été full problématique, même à l'époque où Retailleau était chez lui. Je vous ai trouvé un petit extrait de Villiers en 96, où on lui pose une question sur le racisme, et vous allez voir, la réponse, elle est, comment dire, elle a cette saveur particulière, cette saveur particulière du vrai raciste convaincu. Vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Autre question qui n'a rien à voir. Est-ce que vous êtes pressé, vous, de voir aboutir la loi sur le racisme que propose Jacques Toubon, loi qui pour l'instant, projet de loi qui pour l'instant n'a pas de rapporteur? Vous êtes pour ce projet? Je crois que la vraie loi à faire, c'est sur le terreau du racisme. Une loi sur le terreau du racisme. Mais quel est-il, ce terreau du racisme? Et oui, probablement les discours d'extrême droite sur lesquels il faut agir. Peut-être les gens comme ça qui sont aujourd'hui en politique et qui tiennent des propos inqualifiables sur l'immigration, etc. Quel est-il donc, ce terreau du racisme, Philippe de Villiers? Répondez-nous. Sur la cause du racisme. Et la loi sur le terreau du racisme, c'est une loi, une grande loi sur l'immigration, peut-être proposée par référendum, c'est-à-dire en coupant les droits sociaux des étrangers en situation irrégulière, en facilitant les reconduites à la frontière, c'est-à-dire en les rendant insusceptibles de recours juridictionnel, en facilitant les contrôles d'identité, en dénonçant le traité de Schengen, en rétablissant les contrôles aux frontières et en changeant la carte de séjour et le code de la nationalité. Vous l'aviez pas vu venir, ça, Vous étiez pas habitué, Alors, pour résoudre le racisme, je propose d'expulser tous les immigrés. Comme ça, il y a plus d'immigrés, il y a plus de racisme, Excusez-moi, c'est une bonne solution.
Ah, la bonne vieille technique. Si on est contre blanc, écoutez mon idée. Si on est contre blanc, on peut plus être raciste, hein. C'est pas con, hein. Tu vois vraiment à quel point c'est quelqu'un qui s'assume. C'est ça, moi, que je trouve frappant chez De Villiers, c'est que le mentor de Bruno Retailleau, donc c'est quelqu'un qui s'assume totalement dans son racisme. C'est quelqu'un qui ne tente même pas la stratégie langue de bois habituelle en mode non, je suis pour le vivre ensemble, mais il y a des éléments. Non. C'est tout de suite directement, vous voulez résoudre le racisme, on vire tous les immigrés. Et c'est là que Bruno Retailleau a fait ses armes politiques. Donc, vous vous en doutez bien, ça va l'impacter. Ça va impacter son rapport, évidemment, aux stratégies, ça va évidemment jouer aussi sur la manière dont il va construire ses discours politiques et sa manière de penser. Quand Retailleau, il entend cette phrase en 96, lui, il bosse avec le gars, il trouve ça très bien, hein. Il n'y a pas un extrait de Bruno Retailleau quelque part qui dit non, mais là je me désolidarise de Philippe de Villiers. Il est totalement d'accord, tout simplement parce qu'il pense exactement pareil. Et il suffit de l'écouter en interview, même aujourd'hui, pour comprendre. Par exemple, je vous ai trouvé une autre interview où il va donner son avis sur le lien entre immigration et délinquance. Donc cette fois, c'est Retailleau qui parle, et vous allez voir que les takes de Retailleau sont pas beaucoup mieux que celles de Villiers. Et j'ai questionné de nombreux maires. Tous vous disent que c'est dans les quartiers, justement, où il y a des ghettos migratoires. Certes, ce sont des Français, mais ce sont des Français par leur identité. Et malheureusement, pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Et vous voyez bien quand elles sont lointaines. C'est ça qui doit nous questionner. C'est ça qui doit nous questionner. Moi, je pense qu'on a une part de responsabilité. T'es journaliste, t'es sur le plateau, et là, t'as un gars qui vient en face de toi et qui parle de régression vers les origines ethniques, en parlant des immigrés, pour justifier tout un discours sur la violence, la dangerosité des immigrés, etc. Et tout. Il n'y a personne sur ce putain de plateau pour dire « mais c'est raciste ». Vous pouvez pas dire ça, monsieur. Vous n'avez pas à dire ça. Évidemment, c'est juste raciste, hein. Ça renvoie à tout un imaginaire colonial, celui d'une espèce de barbarie qui serait inhérente à certains groupes sociaux, particulièrement aux personnes immigrées, aux personnes racisées, etc., etc. Ça, c'est des discours qu'on a beaucoup trop entendus. C'est les discours ethnocentristes qu'on entendait fin 19e, début 20e, pour justifier justement d'un racisme totalement assumé envers les personnes racisées, envers les personnes colonisées, etc., etc. C'est cette idée que la France serait un espèce de pays évolué, supérieur, là où les autres ne le sont pas, puisqu'il parle, lui, le mot régression, c'est ça que signifie le mot régression, hein, ça veut dire un espèce de retour en arrière, comme une désévolution. On est dans cette pensée évolutionniste avec des cultures qui sont hiérarchisées les unes au-dessus des autres, où il met au sommet la culture française, quoi qu'elle veuille dire, et il renvoie toutes celles et ceux qui ne correspondent pas à son modèle à une régression vers des origines ethniques qu'il donc perçoit comme forcément négative, barbare, brutale, nanani, nanana, d'un point de vue culturel. Donc c'est évidemment très très grave de dire ça. Et évidemment, chez Retailleau, ça c'est pas du tout une sortie de route. Retailleau, il dit des trucs horribles tout le temps. L'année dernière, par exemple, il a défendu sur Twitter l'usage d'un terme qu'on ne pensait plus voir dans la politique française actuelle. Il a commencé à parler de français de papier. Donc Retailleau poste sur Twitter: certains s'offusquent de l'expression français de papier. Oui, il y a des citoyens français qui ont demandé leur naturalisation et qui disent « nique la France » tout en touchant les allocations. Qui peut dire que cela n'existe pas? Stop au déni et à l'hypocrisie. Bon, d'abord, on souligne évidemment qu'on a un peu tous les clichés, hein. Le méchant immigré qui vient pour toucher les allocs et qui dit « nique la France ». Voilà, on est bien dans le full stéréotype raciste ordinaire. Donc déjà, ça a énervé un peu tout le monde. En plus, quand on connaît l'histoire du terme français de papier, alors là, ça devient catastrophique. Parce que français de papier, c'est un terme, c'est une expression qui a une origine très spécifique en France. C'est une expression qu'on doit à Albert Monniot, qui est un essayiste très, très antisémite du début du XXe siècle, qui s'en servait en fait pour parler des gens qui n'étaient pas nés en France. En gros, son idée, c'était de sous-entendre que les personnes nées en France, de familles françaises, étaient plus françaises que les autres, et que tous ceux qui obtenaient la nationalité par naturalisation étaient, selon lui, des faux Français venus profiter de la France et la dénaturer par le métissage, parce que, je le rappelle, on est à cette époque en plein dans la pensée biologisante autour des races. On est donc dans des représentations qui sont violemment et profondément racistes au sens du racisme biologique. Évidemment,
À l'époque, la cible du discours, c'est pas encore les musulmans. Hein. L'islamophobie existe déjà, mais pas à ce stade-là. La cible, c'est les personnes juives, et c'est utilisé par les antisémites de l'avant-guerre pour dire on ne doit pas se mélanger avec les personnes juives. Les personnes juives ne sont pas de vrais Français ou de vraies Françaises. Ces personnes-là n'ont pas leur place au sein de la société, etc., etc. Et c'est des arguments qui sont utilisés pour harceler énormément les personnes juives. Et c'est donc une idée qui est fondamentalement à la fois xénophobe, antisémite de par son histoire, raciste de par sa logique. Et ça, évidemment, ça a beaucoup plu à qui? À l'extrême droite. Français de papier, on va retrouver le terme ensuite chez Charles Maurras, un des grands penseurs de l'Action française, qui va d'ailleurs infuser cette idée au sein des royalistes collabos de l'Action française, avec une autre idée centrale chez Maurras, qui est celle de l'antisémitisme d'État. Hein. Je cite, c'est un des grands concepts de Maurras, c'est ça. Hein. Puis, des années plus tard, c'est une idée qu'on va retrouver chez Jean-Marie Le Pen, Renaud Camus, Marion Maréchal Le Pen, toute l'extrême droite française. Et aujourd'hui, on le retrouve chez Retailleau, et c'est aussi un terme qu'on avait pu retrouver chez Valérie Pécresse, qui était à l'époque secondée par Retailleau au moment de sa candidature à la présidentielle, qui utilisait la même idéologie. Donc, avoir aujourd'hui un ministre de l'Intérieur, futur candidat à la présidentielle, ou en tout cas à la primaire de la droite, s'il y a une primaire de la droite, c'est pas du tout rassurant, parce que ce qui recycle là, c'est vraiment l'idéologie la plus profondément xénophobe qui soit, et le fait qu'il puisse le faire en toute impunité, et le faire comme ça, joyeusement, avec un tweet pour lequel il n'est condamné à rien, ça montre, je pense, un glissement quand même dans nos discours politiques qui va de plus en plus vers des trucs extrêmes. Pour moi, c'est terrifiant. Rappelez-vous, au moment de l'affiche de LFI, on nous a dit mais ça renvoie tout de suite à l'imaginaire antisémite de l'avant-guerre, etc. Regardez, ce sont les codes de l'antisémitisme et tout. Et moi, je n'arrive pas à comprendre comment, dans notre société, si on est capable de détecter les codes de l'antisémitisme sur une affiche qui représente Cyril Hanouna, on n'est pas capable de retrouver les codes de l'antisémitisme dans les mots exacts des antisémites de l'avant-guerre. Là, c'est pas un sous-entendu, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de tirer, d'extrapoler, etc. et tout. C'est exactement, mot pour mot, les mots des antisémites de l'avant-guerre qui sont repris par Bruno Retailleau. Et là, on est en train de nous dire non, non, ça me dérange pas tant que ça. Là, ça passe. Ça veut pas dire qu'il faut pas être attentif à des dérives antisémites, à un antisémitisme qui peut exister, bien entendu, à gauche comme partout. C'est une bonne chose d'être attentif à ces choses-là. Ce qui pose problème, c'est qu'on voit bien qu'il y a une instrumentalisation de ce discours-là pour cibler particulièrement la gauche, et qu'à côté, en fait, quand on a des cas d'une évidence absolue à droite, les gens sont là en mode non, mais franchement, moi je vois pas le problème. Je sais pas toi, mais moi je vois rien. Hein. Ça crée un climat politique où on banalise, on normalise un retour à des discours politiques qui ne devraient plus exister. On voit donc que Retailleau, il est dans des discours de l'extrême droite, il est dans la tradition historique de l'extrême droite française, et évidemment, comme l'intégralité de l'extrême droite, et d'ailleurs aussi un peu la quasi-totalité du gouvernement Macron, genre Darmanin, etc., il est aussi parmi les défenseurs de la manif pour tous, et donc parmi les opposants au mariage pour tous. Et sur ça, il a des discours très très tranchés, hein. Il ne cache pas à nouveau ses opinions. Pour lui, les droits des personnes LGBT, c'est un problème, ça le dérange, et regardez ce qu'il en dit quand on lui pose une question sur le droit au mariage des personnes LGBT lors d'une émission de télé. Donc on est sur Public Sénat, on lui demande ce qu'il va faire s'il accède si jamais son parti gagne la présidentielle, qu'est-ce que lui veut faire par rapport au droit au mariage des personnes LGBT. Nous, on est très clair. Moi, je souhaite qu'il y ait une abrogation, qu'il y ait un référendum et qu'il y ait le choix. Et que deviennent les couples de même sexe qui se sont... On ne peut pas démarier. C'est sûr que ils resteront une exception. Ça ne sera pas rétroactif. Bien sûr, ça ne sera pas rétroactif. Le problème, c'est qu'au nom de l'égalité, conçue comme un strict égalitarisme, on voit bien que ce qu'ont les couples de femmes, les couples des hommes, le veulent. Et ça nous entraîne très loin. Alors, il faut mettre des limites, c'est tout. Voilà, je reviens d'un mot sur les enfants. Vous voyez, vraiment, pour lui, la question de l'égalité, c'est pas une valeur cardinale, c'est pas quelque chose qui doit être absolument défendu, malgré le fait que ce soit sur le fronton des mairies. Pour lui, c'est quelque chose, en fait, qui pose problème parce qu'il voit l'égalité de tous
comme une menace finalement à la domination de certains. Et il veut que le mariage, dans sa conception, ne soit réservé qu'à certains, de même que le fait d'adopter, etc., etc. Ce que je trouve intéressant avec Retailleau, c'est qu'au final, il a réussi à lisser énormément son image, alors que dans ses prises de position et ses prises de parole publiques, c'est quelqu'un qui est très franchement dans des opinions qu'on pourrait rattacher à des opinions assez ordinaires du côté de l'extrême droite. Ça pourrait largement être des discours qui seraient les discours ordinaires tenus par un représentant du RN, que ce soit sur les personnes LGBT, que ce soit sur les personnes immigrées, etc., etc. Il y a vraiment quasi pas d'écart idéologique entre lui et un représentant du RN. À part, évidemment, l'étiquette politique. Il y a un an, Bruno Retailleau, votre parti a failli disparaître après le séisme du départ d'Éric Ciotti chez Marine Le Pen. Est-ce que vous avez réglé les querelles de famille, une bonne fois pour toutes ? Écoutez, en tout cas, c'est une étape importante. Et vous savez, la plus grande fierté de ma campagne, de cette campagne, c'est que je voulais faire revenir à nous des gens qui nous avaient quittés. Et ils sont revenus. En termes de fuite des adhérents, les Républicains, ils ont pris cher. Au moment de l'UMP de Nicolas Sarkozy, c'était un assez gros parti. C'était même un des paquebots de la République française en termes que ce soit d'opposition au hollandisme ou en termes de gouvernement à l'époque de Sarko. En 2015, ils avaient encore 238 000 adhérents. Ce qui est pas mal pour un parti politique. C'est bien, 238 000 adhérents déclarés, c'est plutôt pas mal. Le problème, c'est que déjà, en fait, avec la Macronie, il y a eu vraiment un effet siphon. La Macronie a mis beaucoup de personnes de droite en place, est venue redistribuer un peu les cartes du paysage politique français habituel et donc remettre en question la place dominante des Républicains dans le paysage politique de la droite. Et ils ont perdu énormément de monde. En 2015, ils ont 238 000 adhérents. En 2019, ils sont plus que 58 000. Il y a vraiment eu une chute colossale de leurs adhérents. Et c'est vrai que là, on sent qu'ils regrimpent un peu les marches. Cela dit, ils sont quand même loin d'avoir rattrapé leur niveau historique, tout simplement parce que ils ont des gros problèmes en termes d'image. Ils ont des gros problèmes de légitimité au sein du parti. Et il y a un vrai problème aussi en termes de concurrence. C'est qu'ils ont d'un côté la Macronie qui vient concurrencer leur aile, on va dire modérée centriste, il faut dire modérée avec des guillemets à ce niveau-là, et de l'autre côté, on a le RN qui vient concurrencer directement leur ligne la plus dure, donc finalement les deux se ressemblent, quoi. Ce que l'on peut faire avec des militants, je suis sûr que demain, dans une autre étape, on pourra le faire avec des électeurs que la droite trop souvent malheureusement a déçus parce que la droite n'a pas tenu ses engagements. Et je pense que précisément, on pourra les faire revenir à la condition qu'il y ait une ligne politique claire, qu'on arrête de s'excuser et qu'on travaille d'arrache-pied pour proposer aux Françaises, aux Français une perspective et surtout une rupture pour que demain la France puisse se relever. Donc c'est un projet politique ambitieux qu'il a, parce que lui, son idée, en fait, aujourd'hui, c'est de reconstruire un bloc de droite beaucoup plus dur, qui s'éloigne justement du centrisme macroniste et qui vienne juste capter des voix potentielles au Rassemblement national, mais ça va être très très difficile à faire parce que si aujourd'hui les Républicains sont si bas, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait ils sont tous partis au RN et depuis des années. Pourquoi ? En fait parce que à partir des années 90, ça commence avec Jacques Chirac, la droite s'est mise à parler comme l'extrême droite. Ça commence avec une affaire assez célèbre où Jacques Chirac va parler, donc la fameuse affaire du bruit et l'odeur, va parler des immigrés en disant de manière très raciste, en disant oui, les immigrés, quand vous vivez à côté, c'est insupportable, et si en plus vous rajoutez le bruit et l'odeur, vraiment c'est quelque chose qui rend fou. Donc un discours hyper raciste qui venait braconner sur les terres de Le Pen, et ça a été ensuite repris comme stratégie plusieurs fois par des représentants de la droite. Sarkozy en a fait vraiment une habitude politique. Et le problème, c'est que c'est devenu extrêmement dur pour les Républicains à mesure que les années passaient, et pour la droite française en général, que ce soit le RPR ou l'UMP à l'époque, c'est devenu très dur pour eux d'expliquer mais pourquoi est-ce que les gens n'iraient pas voter directement pour Le Pen ? Et Jean-Marie Le Pen lui-même avait prophétisé ça en 91 quand il y avait eu justement la fameuse affaire du bruit et l'odeur. On lui avait demandé, les journalistes lui avaient demandé à l'époque de réagir à la phrase de Chirac et il avait répondu « Je crois que les électeurs préféreront toujours l'original à la copie ».
C'est marquant quand même. Moi, je trouve cette phrase, elle est terrifiante. Elle est prophétique en soi parce qu'aujourd'hui, on peut plus faire une élection sans avoir l'extrême droite au second tour. Mais elle raconte aussi la responsabilité de la droite là-dedans. En choisissant d'aller en permanence dans des discours politiques qui étaient, avant les années 90, totalement inimaginables du côté d'un grand parti, en fait, ils ont normalisé ces discours politiques dans la sphère médiatique et petit à petit, ils ont aussi normalisé ceux qui les présentaient. Ils ont normalisé Jean-Marie Le Pen avec. Et d'ailleurs, 10 ans plus tard, le bruit et l'odeur, Jean-Marie Le Pen se retrouve au deuxième tour de la présidentielle en 2002. Et la suite, vous la connaissez, c'est Marine Le Pen qui est quasiment systématiquement au second tour des présidentielles et peut-être Bardella à la prochaine. On va écouter votre concurrent Laurent Wauquiez qui s'est exprimé. Il vous félicite, mais il vous met aussi en garde. Écoutez. Ma conviction reste la même. Il faut rassembler toute la droite et il faut porter un projet de rupture. Et nous ne pourrons le faire si nous sommes dilués dans le macronisme. Ça, c'est Laurent Wauquiez qui était l'adversaire à la primaire face à Bruno Retailleau. Sachant que Bruno Retailleau a quand même gagné avec une coudée assez large. Il a fait un 74%. Donc son adversaire, c'est un peu... on va dire il s'est pris un petit peu une humiliation politique. Il est un peu dégoûté et il continue d'insister sur le côté que Retailleau étant aujourd'hui ministre chez Macron, il serait soumis à la Macronie, etc. et tout. Mais ça, Retailleau, il peut s'en laver les mains. Il va pouvoir répondre en 2 secondes en disant « Ah, mais de toute façon, on n'avait pas le choix. Il fallait faire barrage aux oppositions. Nous, on pouvait rejoindre la Macronie et c'était la seule chose à faire. Nous n'avions pas le nombre d'adhérents. Enfin, je suppose qu'il va partir dans cette direction-là parce que c'est la direction logique. Ça va être de dire, en gros, on n'avait pas assez de députés pour faire un bloc à part. Qu'est-ce qu'on allait faire? Rester dans notre coin et laisser la gauche ou l'extrême droite diriger? On avait besoin de prendre la place. Ça montre la médiocrité de la campagne de Wauquiez qui continue à insister là-dessus alors qu'en fait, c'était probablement un des pires arguments qu'on pouvait opposer à Retailleau. Si nous sommes au gouvernement aujourd'hui, c'était simplement pour éviter le pire. Parce que si on avait dit non, collégialement d'ailleurs, notre famille politique au président de la République, il n'aurait pas eu d'autre choix que de donner les clés du gouvernement de la France à la gauche mélenchonisée. Et le pire, c'est une France au bord du chaos que nous aurions trouvé il y a quelques mois. Donc oui, on n'a pas les mains libres. J'avais oublié de qui on parle. Donc j'avais anticipé à peu près le truc. J'avais mal anticipé où ça allait aller. Moi j'étais en mode oui, il va dire les oppositions, on n'avait pas le choix. Mais moi je mettais le RN dedans. Non. Ce n'est que la gauche mélenchonisée. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est hyper intéressant. C'est vraiment fascinant parce que même plus le RN est placé dans les adversaires politiques, même plus il dit c'est une opposition. C'est une opposition pour lui normalement, c'est quand même un parti adverse et tout. Même pas il en parle. Hein. C'est l'adversaire, la gauche mélenchonisée, c'est point. Il y a que la gauche et ça dit tout quoi. Mais c'est aussi une stratégie. C'est pas que le mec est issu de l'extrême droite donc il se sent pas dans l'opposition par rapport au RN. C'est pas que ça. Ça montre aussi, je pense, une logique politique de la part de Retailleau où en gros il se réapproprie l'idée du barrage républicain pour retourner ça contre la gauche. Ça, je trouve que c'est plutôt, dans sa position, c'est plutôt une stratégie intéressante, puisque ça ouvre la porte à un dialogue à la fois avec l'extrême droite et peut-être aussi avec une droite plus molle, en mode tous unis contre la menace que constituerait LFI selon lui, quoi. En gros, est-ce que ça ouvre la porte à une alliance avec le RN? Je pense pas que ça pourrait se faire. Mais en tout cas, à l'électorat RN, quoi, de dire mais attention, vous n'êtes pas mon opposition, moi, vous n'êtes pas la gauche mélenchonisée. Son opposition, c'est la gauche mélenchonisée. Point. Donc, il peut aller chercher un électorat d'extrême droite sans aucun problème et en même temps ouvrir la porte à un dialogue avec une partie de la droite plus modérée, plus centriste. Et en disant, voilà, on a tous un adversaire en commun, on doit faire notre barrage républicain à nous. Donc on voit qu'il y a une stratégie politique qui se dessine assez fine finalement. Et on voit aussi que malheureusement, cette stratégie, elle oublie que le barrage républicain, il se fait vers l'extrême droite pour une raison simple, une raison fondamentale, qui est que l'extrême droite tue. Je le rappelle, hein, ce n'est pas une pudeur morale pour laquelle on s'oppose à l'extrême droite et qu'on fait un barrage républicain à l'extrême droite. C'est parce qu'aujourd'hui, le seul parti politique qui est relié par la justice à des attentats, hein, on parle d'attentats, c'est le Rassemblement national avec diverses affaires. On pourrait parler de Claude Sinquet, Logan Nissin, Sébastien Dudognon, qui étaient par exemple tous des cadres du Rassemblement national et qui ont commis soit des attaques à l'arme à feu, soit des tentatives d'attentats à l'explosif. Claude Sinquet, par exemple, a incendié la
a essayé d'incendier la mosquée de Bayonne et a blessé 2 hommes grièvement à l'arme à feu. Et c'était un candidat du Rassemblement national dans la région. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait barrage à l'extrême droite. Et ce barrage-là est abandonné par Retailleau, comme il est abandonné malheureusement par la majorité des partis de droite aujourd'hui. On peut reprocher beaucoup de choses à LFI. Il y a toujours, je pense, politiquement un intérêt à avoir un discours qui ne soit pas juste un discours de soutien et dire non, attendez, je suis pas d'accord avec ci, je suis pas d'accord avec ça. Remettre en question, c'est important. Maintenant, il y a une différence entre reprocher quelque chose et ne pas être capable de faire la séparation entre un parti fondé par des nazis historiquement, défenseur d'idéologies toxiques depuis le départ. Je rappelle que le négationnisme a été popularisé à l'époque de François Duprat dans les années 70-80 par le Front National, que c'est un parti politique qui est lié à des violences, dans un mouvement politique meurtrier et qui tue des gens chaque année. C'est hyper important aujourd'hui de se rendre compte que le barrage républicain, justement, on sort de la bataille d'idées, on sort du désaccord parfois très profond et viscéral sur certains sujets idéologiques qu'on a dans un champ républicain pour entrer dans le domaine de la violence pure et du moment où peut-être qu'un accès au pouvoir, ça pourrait finir sur en fait une fin de la démocratie telle qu'on la connaît, telle qu'on la conçoit. On le voit aujourd'hui aux États-Unis. Alors vous allez rester au gouvernement, mais est-ce que cette victoire fait de vous le candidat naturel de votre parti pour 2027 ? J'ai cessé de répondre pendant toute la campagne qu'on ne pouvait pas se projeter sur les présidentielles aujourd'hui. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a les municipales. Et moi, demain, je veux qu'on puisse faire se lever en France une vague bleue. J'ai senti qu'on avait fait se lever déjà une sorte de fierté. Beaucoup de nos électeurs qui nous avaient quittés ont retrouvé cette fierté d'être de droite. C'est hyper intéressant, le terme vague bleue, il n'est pas anodin. On est sur cette idée d'union des droites dont je vous parlais tout à l'heure. C'est quelque chose qui est beaucoup aujourd'hui mis en scène. Il n'y a pas que Retailleau qui joue là-dessus. J'avais noté 2-3 trucs sur une possible alliance Retailleau-Édouard Philippe qui est pas mal mis en scène, plutôt du côté du camp d'Édouard Philippe. Édouard Philippe en a même parlé récemment, il a dit dans une interview, je cite, qu'il ne pensait pas à Bruno Retailleau en termes de rivalité pour 2027, mais plutôt en termes de complémentarité. Il a ajouté qu'il trouvait Retailleau compétent, sincère et fiable et qu'il était possible de travailler avec lui. Donc on sent une dynamique du côté d'Édouard Philippe, donc l'ancien Premier ministre, qui se voit bien, je pense, jouer, lui, le président, un peu plus centriste, un peu droite, modéré à l'ancienne, avec à côté un Retailleau qui viendrait faire le Premier ministre pour faire copain-copain avec l'extrême droite, dans l'idée de récupérer en fait une espèce de très large bande à droite pour contrer la montée, je pense, de la gauche, où il y aurait à la fois les électeurs qui étaient partis avant chez Macron, du coup en 2017, ce que je vous disais tout à l'heure, tous celles et ceux qui sont partis chez Macron parce que finalement c'était une promesse centriste qui leur plaisait bien, mais en même temps les gens du RN. Donc on est vraiment sur le en même temps final. Ce serait avoir l'électorat RN et l'électorat centriste dans le même grand parti où il y aurait 2 figures, une espèce de monstre à 2 têtes. D'un côté, Édouard Philippe pour faire le modéré de service et de l'autre, Retailleau pour faire le mec d'extrême droite. Évidemment, ça, c'est pas absurde comme stratégie, puisqu'il y a un sacré coup à jouer avec une Marine Le Pen potentiellement inéligible. Ça pourrait aboutir et marcher. De toute façon, vu leur situation, ils n'ont pas d'autre choix qu'un truc un peu radical de ce type-là. Mais pour le moment, Retailleau n'ouvre pas totalement la porte. On ne sait pas encore bien ce qu'il en pense. On sent qu'il voudrait quand même bien être lui le président. Et donc ça va peut-être changer la donne. Retailleau, il veut être vizir, quoi. Il veut pas être vizir. Justement, il veut être calife à la place du calife. Et il n'a pas trop envie de céder la place à quelqu'un d'autre. Surtout qu'un Premier ministre, ça se change, alors que le président, normalement, il finit son terme. Donc, on n'est pas sûr qu'il soit si ouvert que ça une négociation avec Édouard Philippe, sachant que le camp Édouard Philippe n'imagine pas Édouard Philippe Premier ministre. Ils imaginent que, selon les sondages, vu que les sondages donnent Édouard Philippe plutôt gagnant par rapport à Retailleau en cas de primaire, ils imaginent qu'Édouard Philippe sera forcément le candidat présidentiel. Donc, pour le moment, cette négociation, elle se fait pas totalement. Mais on voit dans les discours de Retailleau que s'il ouvre pas la porte, il ne la ferme pas non plus. C'est un peu ambivalent, quoi. Édouard Philippe a appelé ce week-end, c'était hier à Marseille, à la création d'un grand bloc républicain et démocrate. Est-ce que face à la force du Rassemblement national qui, lui, augmente dans les élections, vous n'aurez guère le choix? Il faudra trouver des alliés. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette ligne? Écoutez, moi je n'ai jamais cru aux accords d'appareil. La vie politique, ce qui la structure, précisément, ce sont les convictions. Et si on impose une ligne claire... Vous êtes prêt à rejoindre d'autres familles politiques? Non, mais moi je veux travailler parce que je pense que notre famille politique, elle est à même aujourd'hui de porter notre projet
pour la présidentielle. Donc vous et irez je serai un artisan justement de ce succès, en tout cas de ce travail. J'ai sillonné la France, croyez-moi. La France, le morceau de pipeau qui nous fait là, oh la langue de bois. Elle ne penche pas à gauche, elle penche à droite. Justement. Les Français veulent, beaucoup de Français veulent justement nos solutions, nos propositions. Alors justement. Et nous les porterons. Mais mon Dieu, mais c'est le plus grand joueur de flûte du monde, mais oui. Ah, il nous a bien joué de la flûte. Pas clair du tout. Donc, dans un sens, il est en mode un peu, je suis contre, mais en même temps, il le dit pas clairement. Je pense, à mon sens, c'est que pour le moment, il sait qu'il a une chance d'être présidentiable. Il parie peut-être sur la chute de certains de ses opposants avec les différentes actualités politiques, etc., etc. Et il joue la langue de bois en sachant qu'il est, à mon avis, pas fermé à une alliance, parce qu'il va être obligé de l'avoir, l'alliance. Il y a trop de voix des Républicains qui sont partis au Rassemblement national pour qu'il puisse récupérer l'intégralité de l'électorat qu'avait la droite française pré-Macron, quoi. Donc, à un moment donné, je pense qu'il le sait, ça. Il sait qu'il a besoin d'une union, mais il veut être à la tête de l'union. Et je pense que ce qu'il est en train de faire, c'est de négocier sa place au sein de l'union, c'est-à-dire être le candidat. Lui, il veut être le présidentiable. Et si ça arrivait, ce serait, je le redis, très difficile à contrer, quel que soit le mouvement politique en face. Parce que il y a plusieurs si. S'il y a une union Retailleau-Philippe, quel que soit le sens, quel que soit le candidat, si on a Bardella et pas Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen, elle a quand même bien installé son image politique sur le long terme, mais si on a un Bardella qui arrive avec l'image de quelqu'un d'assez inexpérimenté, en termes d'exercice réel du pouvoir, Bardella qui en plus n'est pas quelqu'un de très à l'aise avec le débat politique, avec l'improvisation dans les médias, c'est quelqu'un qui risque d'être mis à mal par une campagne présidentielle, et qu'en face, on a un duo de poids, quoi. Un ministre de l'Intérieur, les ministres de l'Intérieur font souvent de bons candidats au présidentiel, et un ancien Premier ministre qui peuvent se vanter d'années et d'années d'expérience, qui arrivent ensuite avec un discours qui mélange à la fois des choses qui sont reprises au RN et une ouverture rassurante vers une droite plus traditionnelle, moins effrayante, ça pourrait être un sacré rouleau compresseur, faut être honnête. Face à un Bardella qui est, moi je suis d'accord avec vous, certains et certaines le disent, assez mauvais, sans parler de ligne politique, en parlant de prestations pures, de capacité de gestion médiatique. Oui, il s'en sort quand il est dans son script, mais dès qu'il est amené à improviser, dès qu'il doit s'adapter, il est perdu, il a aucune répartie, il se fait bouffer très vite. Ça pourrait vraiment se retourner à 100% contre lui. Et à ce moment-là, la machine Retailleau-Philippe, si elle existait, elle serait très 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 difficile à bloquer. Et ça pourrait devenir du coup une machine de droite gigantesque qui viendrait probablement rouler sur toutes les oppositions en face. Question sur la prison proposée par Gérald Darmanin en Guyane pour les narcotrafiquants et les détenus les plus radicalisés. Ça, il va aimer ça. Alors ça, il va être à fond. Est-ce que c'est une bonne idée de les éloigner de milliers de kilomètres de la métropole ? Excellente idée. J'applaudis à cette idée. Vous savez que ce texte narcotrafique, je l'ai préparé depuis longtemps au Sénat, il y a plus de 2 ans. Nous avions lancé la commission d'enquête. On a travaillé au coude à coude avec Gérald Darmanin pour faire en sorte que ce fléau, qui est un fléau qui est la cause racine de l'hyperviolence en France, c'est la raison pour laquelle on a emprunté beaucoup d'idées qui ont réussi pour le terrorisme, mais on va les traiter comme on a traité les terroristes en France. Amra, vous savez, on l'a cherché et on l'a récupéré, on l'a interpellé. Il était à Bucarest. Et on a fait plusieurs dizaines d'interpellations. L'un de ses complices, on est allé le chercher, écoutez-moi bien, en Thaïlande. Je voudrais juste rappeler qu'il y a eu récemment un des plus gros coups de filet international, l'affaire Cheval de Troie, où en gros le FBI a utilisé une appli de téléphone, une fausse appli de téléphone cryptée, qu'elle a fait circuler dans les milieux mafieux, de manière à ce qu'à l'international, de plus en plus de criminels s'en servent. Ça leur a permis de récupérer des tonnes et des tonnes de données. Ça a permis un coup de filet en collaboration entre le FBI et Europol à l'échelle de plusieurs pays. Ils ont arrêté des centaines et des centaines de types. Ils ont empêché des meurtres. Ils ont empêché le trafic à une échelle monstrueuse et tout. Et t'as Retailleau, il est là. Oui, mais nous, on a arrêté un pélo en Thaïlande. On l'a arrêté en Thaïlande. Vous vous rendez compte, tu vois. T'as envie de parler de trafic et de lutte contre le trafic, parle de ça. Mais lui, il en parle pas. Pourquoi est-ce qu'il en parle pas? C'est marrant, c'est
c'est intéressant. Parce que on pourrait se dire, mais une affaire pareille qui a eu lieu là, il n'y a pas si longtemps et tout, c'est quelque chose qui pourrait mettre en scène dans son discours politique et tout, mais parce que c'est pas ça qu'il veut qu'il veut raconter. Lui, en fait, ce qu'il veut, c'est mettre en scène une espèce de guerre à la drogue qui est en fait forcément cosmétique et toujours inefficace, parce qu'elle est en fait sur un discours punition-répression envers des populations qui sont imaginées comme étant les populations responsables du trafic, etc., et qui sont en fait les populations immigrées, les populations qui vivent dans les quartiers populaires, etc., etc. C'est ce qu'il veut, lui, c'est pas une lutte concrète contre le narcotrafic. La lutte contre le narcotrafic, c'est ce genre d'affaires. C'est des affaires extraordinaires comme l'affaire Cheval de Troie, tu vois. La Macronie, ce qu'elle fait depuis le début, et ce que fait Retailleau, là, pour le coup, qui est dans la continuité, c'est des coups médiatiques, avec des opérations. Par exemple, il y avait eu l'opération Place Nette à Marseille, grosse opération de com', on met ça en scène de ouf, etc. et tout. Il y a depuis des bilans qui ont été faits sur cette affaire. Après l'opération Place Nette, rien n'a changé. Rien n'a changé à part la carrière du ministre de l'Intérieur. Pourquoi ? Parce que on n'agit pas vraiment sur les circulations d'argent, on n'agit pas réellement sur la tête des trafics, on est juste en train d'envoyer plein de flics attraper des petits dealers par-ci par-là et mettre ça en scène comme si on attrapait Pablo Escobar. Mais quand on fait ça, à la fin, ça n'arrête pas les trafics. Derrière, il y a des réinstallations de trafic, derrière après chaque opération, les points de deal, une fois que les flics ils sont venus une fois, les points de deal sont juste déplacés, les dealers qui sont arrêtés sont remplacés parce que c'est le bas de l'échelle et qui sont totalement corvéables, le trafic est gêné 2 jours au mieux et revient juste après. Il y a un rapport de l'Assemblée nationale qui était sorti en 2022 là-dessus c'était un rapport de l'Assemblée nationale sorti en 2022 pour évaluer la politique gouvernementale sur le trafic de drogue. Et le constat des rapporteurs, il est assez net. Ils expliquent les moyens et l'énergie déployés par les pouvoirs publics s'inscrivent principalement dans une politique du chiffre menée à l'encontre des consommateurs et des petites mains du trafic et non à l'encontre des têtes des réseaux. Si vous voulez lutter contre la drogue, le nerf de la guerre, c'est l'argent. La vraie lutte contre la drogue, c'est une lutte contre le blanchiment d'argent, une lutte de l'autorité financière à l'échelle internationale. C'est pas mettre des flics dans les rues qui traquent des gamins de 15 ans pour les envoyer en comparution immédiate puis au bagne à Cayenne. Lutter contre la drogue, c'est lutter contre la délinquance économique et financière. Et parce que quand on arrive à endiguer les flux monétaires, quand les mafias n'ont plus d'argent, elles se délitent d'elles-mêmes. Pour moi, ce que défend Retailleau, là, c'est juste une mise en scène qui sert en fait des ambitions politiques. Ah ouais, ça fait bien pour une campagne présidentielle. Ah, nous allons arrêter le narcotrafic. Il y a des jeunes qui meurent dans la rue. Nous allons tout faire. Nous allons ouvrir un bagne à Cayenne. J'utilise le mot bagne à dessein. Je vais revenir dessus. Ça, c'est de la com là. Ça marche bien. Mais en fait, ça fait des années qu'on nous fait le coup. On nous le faisait déjà à l'époque de Sarkozy et ça ne sert à rien. Pour revenir aussi sur la question de l'idée de Gérald Darmanin. Donc Gérald Darmanin, ministre de la Justice, ancien ministre de l'Intérieur, qui propose désormais donc d'ouvrir un quartier de haute sécurité dans la prison de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc seraient transférés depuis l'Hexagone ce qu'ils appellent les pires prisonniers, les narcotrafiquants, les fichés S. Sachant que fichier S, je vous rappelle que la fiche S, c'est pas une décision juridique, donc tu peux tout à fait être fichier S et ne pas représenter une énorme menace, comme tu peux être fichier S et être un terroriste, tu vois. Et les détenus radicalisés. Ça rappelle quand même un imaginaire, hein. C'est pour ça que ça a énervé beaucoup de gens, parce qu'en plus le choix de Saint-Laurent-du-Maroni est pas anecdotique. C'est l'imaginaire du bagne de Cayenne, qui est un bagne qui avait été ouvert sous Napoléon III, qui était un centre de rétention absolument horrible, qui avait accueilli je sais plus combien, des milliers et des milliers de personnes, qui a été fermé en 1946 parce qu'il était connu pour être juste un enfer horrible où les gens en mouraient dans des quantités délirantes. Il y a un journaliste dans les années 20 qui s'appelle Albert Londres qui a fait un reportage fascinant dessus, qui est très connu dans le milieu du journalisme parce que ça fait partie de ces grands reportages qui n'ont pas fait qu'informer mais qui ont aussi changé les choses, puisque à partir de ce reportage-là, il y a eu une polémique nationale autour du bagne de Cayenne qui a amené la fermeture de ce bagne. Et il avait donc décrit les conditions d'incarcération des détenus avec une phrase restée célèbre, je vous la donne. Il disait « Ici, morts vivants dans des cercueils, je veux dire des cellules, des hommes expient solitairement. » Et c'est une manière de penser
la répression, enfin, faut revenir à Michel Foucault, à surveiller et punir, etc. et tout, qui a montré son inefficacité au cours du temps, et qu'on revienne à ça, c'est pour moi une absurdité, quoi. Ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné, c'est ridicule, quoi. Bah, du coup, conclusion sur Bruno Retailleau, bah, moi je trouve que c'est quand même assez inquiétant, la nomination, enfin la victoire de Bruno Retailleau à la primaire des Républicains. On voit qu'on a quand même un candidat assez brutal dans ses prises de parole, assez clairement positionné à l'extrême droite dans son idéologie, quelqu'un qui pourrait représenter en plus un vrai poids politique si jamais il arrive à faire les bonnes unions, et je pense que c'est quelqu'un qui pourrait reconstruire une droite qui serait terrifiante, parce qu'elle aurait à la fois le poids politique de la droite traditionnelle tout en ayant l'idéologie de l'extrême droite. Donc c'est à mon sens, c'est quelque chose qui nous amène vers une campagne de 2027 encore plus difficile que celle à laquelle on s'attendait de base. Il y a beaucoup de rebondissements dans cette campagne, mais qui vont pas forcément dans le bon sens. Donc voilà, je trouve ça assez inquiétant. Et puis ben voilà, merci aux personnes de YouTube qui ont suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, mettre un petit commentaire, et puis si jamais à soutenir sur Tipeee. Des bisous, à la semaine prochaine.